Cet épisode de Pause Report vous est proposé par The Sea Cleaners Suisse. Lancée en 2019, cette organisation non gouvernementale s'est fixée comme mission de protéger les océans autour de trois axes: la collecte des déchets en mer et dans les estuaires des fleuves, avec des projets concrets en cours en Malaisie et en Indonésie, la recherche scientifique et la sensibilisation du grand public. Pour cela, l'association a choisi de s'appuyer sur deux ambassadeurs dans le monde de la voile: Yves Courbon, skipper du Classe 40 Ocean Connect, qui vise notamment la route du Rhum 2026, et Théo Mas, étudiant ingénieur de 21 ans, dont l'objectif est de s'aligner sur le circuit Figaro en 2027. L'un comme l'autre ont accepté d'endosser ce rôle d'ambassadeur pour continuer à protéger leur terrain de jeu et diffuser le message de The Sea Cleaners Suisse, que vous pouvez retrouver sur son site theseacleaners.org. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 221e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 juillet, il est 10h10 et nous allons revenir aujourd'hui sur une course qui s'est terminée lundi au Sables d'Olonne, les Sables Horta, avec deux marins qui ont terminé aux 2 premières places, à savoir Fabien Delahaye, skipper de Le Galet, vainqueur de la 2e étape, et du général qui est encore au sable. Salut Fabien. Salut à tous. Notre deuxième invité n'est autre que le 2e au général, Pep Costa, qui sur VSF Sport a pris la 2e place de la première étape et la 3e de la seconde pour donc terminer 2e au général. Salut Pep, qui est encore au sable puisque la remise des prix de la course a lieu ce soir. Salut Pep. Salut à tous. Messieurs, avant de refaire le match de les Sables Horta avec vous, un petit rappel des faits. Cette course réservée à la classe 40 a la particularité d'être courue en double sur la première étape entre les Sables d'Olonne et Horta et en solitaire sur l'étape retour, ce qui permet aux participants de se qualifier à la fois pour la Transat Café l'Or à l'aller et pour la route du Rhum Destination Guadeloupe 2026 au retour. 27 duos ont pris le départ de la première étape le samedi 28 juin, une étape qui a été très serrée avec un peloton de tête resté groupé du début à la fin, et à l'approche des Açores, un petit décalage au sud qui a profité aux Italiens Luca Rossetti et Matteo Serricano, vainqueurs à bord de Maccaferi Futura, après 4 jours, 14 heures, 10 minutes et 32 secondes de mer, et une très faible avance sur leurs concurrents, puisque VSF Sport, avec les Espagnols Pep Costa et Pablo Santourde, a terminé à 11 minutes, tandis que Le Galet, mené par Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher, à moins de 13 minutes. Le départ de la 2e étape, courue donc en solitaire, a été donné le mardi 8 juillet des Açores, avec pour le coup une étape bien plus compliquée d'un point de vue météo et stratégique, avec très peu de vent pour s'extraire des Açores, et une grosse bataille d'options, notamment initiée par toi, Fabien, puisque tu es le seul à avoir opté pour une trajectoire très sud, une partie de la flotte optant pour un positionnement nord, un autre groupe dont tu faisais partie, Pep, pour une position plus médiane. À l'arrivée, vous êtes tous retrouvés groupés à l'entrée du golfe de Gascogne, et la différence, mais vous allez nous l'expliquer, c'est jouer sur du petit placement et de la vitesse. Finalement, lundi à 10h39, jour de fête nationale, c'est donc Fabien qui a remporté cette 2e étape après un peu moins de 6 jours de course et avec 8 minutes d'avance sur William Matelin-Moreau et 24 sur Pep. Au classement général, au final, cette victoire d'étape te permet, Fabien, de remporter cette édition 2025 des Sables Horta avec 23 minutes d'avance sur Pep, 37 sur Guillaume Pirouel, tandis que le vainqueur de la première étape, Luca Rossetti, termine au pied du podium. Le prochain rendez-vous pour les classes 40 arrive très vite, on va en parler, puisqu'il s'agit du Fastnet qui s'élance le 26 juillet de cause et auquel vous allez tous les deux participer.
Voilà pour ce rappel de cette Les Sables Horta qui nous aura passionnés, surtout la deuxième étape très stratégique, mais on va en parler longuement. Première question pour tous les deux, peut-être on va commencer par toi, Pep. Comment s'est passée cette première nuit de sommeil? Est-ce que tu as réussi à récupérer de cette étape de presque 6 jours? Bah, ça s'est très bien passé. Ouais, j'étais content de retrouver un bon lit et tout. Et voilà, je me suis reposé tout ce que j'ai pu et la récupération commence petit à petit. Fabien, quand toi, tu as l'habitude de ce genre de course, tu as fait beaucoup de classe 40. Est-ce qu'on met longtemps à se remettre d'une telle course qui a été, j'imagine que vous avez très peu dormi, en tout cas sur la fin de cette seconde étape? Ouais, bah, quel que soit le support, à partir du moment où on fait une course en solitaire, quand on arrive, on est fatigué, ça c'est sûr. Et oui, oui, bah, va falloir un petit peu de temps pour s'en remettre parce qu'on s'est mis un peu dans le dur sur la fin, avec l'intensité du regroupement et puis, bah, finalement tout s'est joué sur le dernier coup donc non, c'est important c'est sûr que comme le dit Pep, c'est pas très dur de dormir à l'arrivée et là-dessus, c'est presque un de mes meilleurs moments, mes moments préférés, c'est quand tu luttes pour aller t'endormir dans ton lit et à un moment donné, tu lâches tout et là, tu as des yeux qui partent tout de suite, quoi. Ouais, et les yeux qui partent vite, est-ce que dans les rêves de la première nuit, des premières nuits, on est encore dans la course, on a des images de courses, de bateaux, de mer, on rêve de ça, les premières nuits? Absolument pas. Pour le coup, moi, c'est absolument pas. Je lâche tout et je sais qu'il y a rien qui va venir me réveiller. Pour preuve, hein, hier soir, il y avait feux d'artifice, tout, beaucoup, beaucoup de bruit à l'extérieur, j'ai dû m'endormir en à peu près une demi-seconde et je n'ai rien entendu de tout ce qui s'est passé pendant la nuit et réveillé ce matin tranquillement. Non, non, c'est que du bonheur cette première nuit en général. Toi, Pep, c'est pareil ou la nuit a été agitée de rêves nautiques? Non, non, c'est pareil. Moi, j'ai touché mon lit et je pense que, ouais, une demi-seconde plus tard, j'étais déjà bien profondément en train de dormir. Et jusqu'à ce matin. Donc, quand j'arrive d'une régate, normalement, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête d'avoir une belle nuit de sommeil. Bon, vous avez l'air plutôt frais et dispo en tout cas. Avant de revenir en détail sur le scénario de cette édition 2025 des Sables Horta, on va peut-être revenir avec toi, Pep, sur ce projet Classe 40. Fabien, on connaît bien ton projet. Tu étais d'ailleurs invité de Pause Report au mois de mai. Pep, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette aventure VSF Sport? Oui, donc, le projet VC Sport, bah, moi, j'ai énormément de chance de pouvoir avoir ce projet-là. Et ça a commencé l'année dernière quand VC Sport voulait rentrer, le groupe VSF voulait rentrer dans la course au large et a fait un appel à candidature. Et donc, après un processus de sélection, j'ai été choisi et voilà, je pense que pour moi, je mesure la chance de pouvoir avoir ce projet-là entouré d'une super équipe, d'un super partenaire. Et voilà, c'est une aventure qui commence. VSF découvre la voile. Et moi, j'ai beaucoup de chance voilà, d'être avec eux, de pouvoir faire ça ensemble et pour les prochaines années. Donc, du coup, BSF a choisi le support, le classe 40 pour rentrer dans la course au large. Et moi, j'avais pas d'expérience, on va dire, en solitaire en classe 40, mais j'en avais un tout petit peu. J'avais fait des trop régates et tout. Donc, au final, ça a très bien matché. Ils m'ont fait confiance. Et voilà, pour moi, c'est un rêve d'une vie, je pense, d'avoir un sponsor, un beau sponsor avec un beau bateau et tout. Donc, voilà, je profite. Un bon bateau, on va en parler justement. Vous avez racheter l'ancien à la Grande Pirelli d'Ambrogio Beccaria qui avait fait des performances particulièrement marquantes depuis sa mise à l'eau il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce choix du bateau? Est-ce que vous aviez d'autres options? Est-ce que vous avez pensé un moment à construire votre propre bateau? Comment ça s'est fait? Oui, oui, clairement, en tout cas, ce qui est bien, c'est que, voilà, avec, l'équipe, avec VSF, et tout, c'était très honnête depuis le début. Donc on s'est parlé, on s'est dit un peu qu'est-ce qu'on avait tous envie de faire. Bien sûr, reconstruire un bateau, ça aurait été incroyable, mais en tout cas, on s'est tous dit, moi le premier, que moi, ce que j'ai besoin, c'est de beaucoup apprendre déjà. C'est un support qui est quand même compliqué avec, un super niveau. Du coup, être déjà à la hauteur un peu des autres, ça, c'est pas gagné du tout. Donc, du coup, on a estimé que la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était acheter un bateau qui marchait déjà très bien, pouvoir naviguer tôt, pouvoir commencer cet apprentissage dès le début et pouvoir profiter des projets. C'est sûr que quand tu construis un bateau, bah voilà, ça prend quand même un peu de temps. Il faut quand même avoir pas mal d'expérience. La mise au point, elle peut être un peu délicate. Donc, voilà, on avait envie de profiter de cette saison 2025 déjà à fond et construire un bateau n'était pas vraiment
quand les timings n'étaient pas vraiment faisables. Donc, moi, j'ai proposé, pour moi, c'était une évidence, je vais pouvoir acheter ce bateau-là voilà, qui je savais il allait bien nous convenir. C'était un super bateau et j'avais tout à apprendre. Donc, du coup, je savais que ça serait pas pour le bateau, ça serait plutôt pour moi qui ai beaucoup, voilà, beaucoup à apprendre, beaucoup à naviguer sur ce type de bateau. Et voilà, moi, je savais que c'était un bateau qui marchait bien, que maintenant, il y a que des bateaux neufs au final. Donc, je savais qu'au final, c'était un bateau dernière génération aussi. C'est juste le premier Musa. Il est fiable, il est simple, il est très performant et on avait envie de le faire un peu évoluer si on pouvait. Et donc, on a fait tout ça cet hiver et voilà. Donc, on s'est dit que c'était la meilleure carte qu'on avait pour essayer déjà de commencer à naviguer tôt en 2025 et nous préparer aussi pour la Route du Rhum l'année prochaine. Pep, on t'a découvert sur le circuit Figaro il y a 5-6 ans maintenant. Je me souviens de toi la première fois sur une Sardinia Cup. Je crois que c'était la première course des Figaro 3. Je crois que tu y étais, Fabien. Fabien, quel est ton regard un peu sur le parcours de Pep, qui est arrivé très très jeune en France? On découvrait ce jeune Espagnol souriant et visiblement motivé, et qui a fait pas mal de chemin depuis. Quel est un peu ton regard sur la progression de Pep? Quand on voit, les premières fois où on s'est rencontrés, arriver comme ça, louer un bateau, quitter sa vie, loin d'ici pour venir, faire tous les sacrifices pour intégrer un monde, course au large un peu franco-français, c'est juste impressionnant et puis après, tout le parcours pour aller, chercher les financements, monter le projet, aller sur l'eau, faire des régates et être bon sur l'eau, ça c'est un vrai projet, modèle. Un projet qui a commencé en tout cas sur cette saison, sur la CIC Normandie Channel Race. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Peps, il y a eu un départ un peu difficile avec cette collision avec l'équipage de Wasabi. Est-ce que tu peux revenir rapidement un peu sur ce début? J'imagine que c'était pas la meilleure façon pour vous de commencer avec Pablo Santourdé ce projet classe 40. Non, non, c'est sûr que je pense que c'est un des pires moments ou voire le pire moment de ma carrière. Je pense, c'était ça. C'était un moment hyper frustrant, hyper décevant. Voilà, on a eu cette collision dans la zone de pré-départ où on n'avait pas vu l'autre bateau, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, c'était la première course aussi avec mon sponsor. On s'était très bien préparé pour cette course-là avec Pablo. J'ai la chance de pouvoir faire la saison avec Pablo. Du coup, voilà, on se sentait bien et tout. Et bon, dans le sport, des fois, ça n'arrive pas comme prévu. Du coup, on a eu cette grosse galère. Voilà, donc après, il a fallu passer par la cage chantier. Donc, on a eu un dernier mois qui était très, très compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est derrière nous. Nous, on avait bien à cœur de pouvoir faire une belle sable Horta avec Pablo, pouvoir revenir en solitaire, faire le travail proprement. Et donc, je suis juste content voilà, que ce soit un épisode qui est derrière nous, qu'on a pu se relever, que l'équipage de Stéphane aussi, ils ont fait la course et tout. Donc voilà, c'est un effet marquant, mais en tout cas, je suis content d'avoir pu se relever et de regarder vers l'avant et de pouvoir être compétitif sur la Sable Horta. Fabien, toi, il y a eu une belle troisième place, un podium. Tu étais tenant du titre de cette CIC Normandie Channel Race. On sait à quel point elle te tient à cœur, cette course, toi qui es originaire du coin de Normandie. Qu'est-ce que tu en gardes de cette troisième place avec Pierre Le Boucher? Derrière, on rappelle que ça a été une course remportée assez haut la main par Corentin Douguet et Axel Tréhin, qui ont fait une bonne partie de la course en tête sur leur nouveau plein lombard. Ouais, écoute, du bon et du moins bon. Alors, on va forcément se satisfaire d'un podium, hein, sur la Normandie Channel Race. C'est sûr qu'on vient toujours pour ça. On sait que le plateau est disputé, qu'il y a un gros niveau sportif et que ça se joue à chaque fois des détails. Mais bon, sur les faits de course, il y a eu pas mal de petites choses. C'est sûr que c'était une édition engagée. On a été, rapidement, contraint à pas être à 100 rapidement, dès la première traversée de Manche avec quelques petits, soucis techniques. Donc, ça nous a un peu handicapés au début. Puis il y a eu un cas aussi, après Occidental de Saint où on n'est pas très loin derrière Corentin et Axel et puis il y a une histoire de zone, d'exercice de tir militaire qui est activée, qui nous fait perdre 15 000 parce qu'on doit se dérouter, faire demi-tour et ainsi de suite. Donc tout ça, on n'en a pas trop parlé, personne n'a trop ébruité le bruit, enfin n'a trop ébruité le sujet, mais en fait, ça nous met à 18 000 de Corentin alors qu'on était à 3 000. Donc ça, forcément, le match était plié dans le début de la remontée, d'Occidental vers le Fastnet. Donc le match, il se jouait ensuite avec 6 frigos et avec nos capacités du moment, après le début de course éprouvant et on a eu une grosse perte de tension dans le gréement, on n'avait pas trop envie d'aller tout casser.
Donc, ce jeu-là, ils ont gagné sur nous, mais voilà, ça restait un podium, donc quelque chose de très satisfaisant malgré tout. Donc, ça fait depuis, avec ce projet, c'est la seule course où on n'est pas monté sur le podium pour l'instant, c'était la Jacques Vabre 2023 où le bateau avait 10 jours de nappe, sinon on fait que des podiums depuis. Donc voilà, le bilan il est plus que positif et avec cette Sable Horta, on remet un coup encore un petit peu plus fort dans le palmarès de ce bateau et dans la vie du projet, donc c'est super. Eh ben, on va parler justement de cette Sable Horta. On va faire un petit retour en arrière. Samedi 28 juin, donc départ de la première étape des Sables d'Olonne, direction Horta aux Açores. Quel est un peu, on va continuer avec toi, Fabien, quel est un peu le scénario météo qui se profile devant vous au moment où vous quittez la Vendée? On a l'impression que ça a été surtout, cette première étape a surtout été une course de vitesse et de petits positionnements. Ouais, c'est souvent ça en classe 40. Alors après 2 étapes très différentes pour le coup et cette Sable Horta déjà quand tu t'inscris, en début d'année, tu as qu'une hâte, c'est d'être le jour du départ parce que tu sais que ça va être une belle course de toute façon. Tu sais que ça va être, une belle première étape pour y aller en conditions estivales. Souvent, si c'est 95 de chance d'avoir une vraie situation estivale avec un anticyclone sur les Açores, une dorsale dans le Golfe et donc la possibilité d'aller au portant complètement aux Açores et de finir dans une situation plus complexe dans les îles. Donc on sait que cette étape va être belle, on sait que l'escale, elle va être fabuleuse comme d'habitude. Donc si on est rapide sur la première étape, on a un peu plus de temps pour profiter là-bas aussi. C'est la petite carotte et puis, le retour en solitaire, une nouveauté, donc forcément, envie de l'exercice cette année, donc c'était intéressant. Enfin voilà, il y a tous les ingrédients pour partir, motivé, vers de belles aventures, quoi. Et au départ de la Vendée, le schéma, il est assez clair. Au départ des sables, on a c'est principalement de l'ajustement de trajectoire dans le golfe de Gascogne. On a une dorsale au milieu du golfe, un peu nord. On sait qu'on va au portant vers le cap Finistère pour rester au sud de la dorsale. Pas beaucoup de vent, mais du portant au sud de la dorsale. Donc, tout l'enjeu, il est de jouer, soit la courbure au nord, mais avec possiblement un peu moins de vent, soit le sud avec un peu plus d'air, pour s'éloigner un peu des zones de calme de la dorsale, mais en rallongeant la route. Donc c'est toujours une histoire de dosage. À ce jeu-là, on s'en sort bien avec Pierre, un peu de Genac au début, on envoie rapidement le spi. On est plutôt au nord de nos adversaires, qui nous permet d'aller chercher un point d'empannage, pour attaquer le cap Finistère en tête avec, 2 à 3 milles d'avance sur Pep d'ailleurs. Je crois qu'on croise juste devant vous à ce moment-là, Pep, vous êtes 2. Et donc, voilà, le jeu de la trajectoire et du choix de voile et on s'en sort bien dans le golfe. Après une grosse transition au cap Finistère. On sait que c'est la transition, une transition vraiment de zone sans vent où la dorsale se couche un peu sur nous et l'objectif, c'est au cap Finistère d'essayer de passer le mieux possible cette zone de molle pour, ensuite faire du sud et récupérer le vent au sud de la dorsale. Et donc cette transition, on a la côte qui nous bloque, sinon on aurait fait plus de sud pour l'éviter, mais on a ce point de passage qui nous rapproche un peu trop près de la dorsale et il faut le passer. Donc, à ce jeu-là, nous, on joue un peu trop près de la côte, on perd de la distance. La Pep et Pablo ont super bien joué avec le reste du groupe, en restant un peu à l'extérieur. Alors, tu es du mauvais côté de la bascule, mais tu gardes la pression. Nous, on s'est fait un peu piéger par le gonflement à terre et la molle qui s'est installée à terre. Donc, on s'en sort tout juste. On arrive à ne pas lâcher ce groupe de tête, justement. Ça aurait pu être rédhibitoire. On a eu une bonne frayeur, mais on s'en sort. Et puis après, il y avait un placement sud Cap Finistère, donc pas mal d'empannage le long du Cap Finistère pour, à l'intérieur du DST pour justement, se placer pour un très long tribord ensuite qui va nous amener aux Açores. Donc le moment où on va décrocher, on va se placer en tribord au sud du DST, c'est presque le moment le plus important de la trajectoire à suivre. Parce que si on se place trop nord, après on peut plus revenir, on peut plus redescendre ou alors au jeu de beaucoup de pertes. Et donc, ce moment-là a été important. Et donc, je pense que tout le monde y a été de ses petits décalages, ses petits recalages au début pour choisir son bon placement. Et après, grande course de vitesse avec de la trajectoire, encore pareil, même schéma que le début du golf, mais cette fois-ci sur un bord de 600 000, pour se dire: «Est-ce que je fais moins de route au nord en attendant la bascule de la fin, mais avec moins de vent? Soit je fais le grand tour par l'extérieur avec plus d'air, mais c'est le grand tour avec une bascule à prendre à l'envers». Donc, Ouais, ouais, à ce jeu-là, ça croise un et 2 par l'extrême nord et l'extrême sud.
Il y a eu effectivement un grand bord de 600 000 au reaching, là, un bon tribord dans ces conditions PEPS. Et comment on vit à bord? Est-ce qu'on passe notre temps à regarder les autres bateaux, parce que vous étiez tous très proches, donc j'imagine que vous voyez tous à l'AIS, et on passe son temps à se comparer aux autres en termes de vitesse. Raconte-nous comment on vit un tel bord et comment vous l'avez vécu à bord de VSF Sport. Oui, bah, on savait, comme dit Fabien, non, il a parfaitement expliqué, on savait que c'était, voilà, un long bord, vers les Açores. C'était majoritairement c'était que du tribord. Il fallait un peu jouer avec des petites variations, mais on savait que c'était quand même beaucoup de vitesse. Et voilà, nous, pour notre part, bah, déjà, on découvrait ce bateau, dans ce range de vent au portant. Et c'était la première fois, en fait, qu'on faisait, déjà, c'était la première course, vraie course, du coup, qu'on faisait. Et du coup, c'était la première fois qu'on faisait un portant si long. Donc, du coup, on a passé un peu notre temps à découvrir un peu le bateau, les manettes et tout. Et donc, du coup, voilà, ça nous a pris déjà beaucoup de temps. On voyait que ça allait bien. Et donc, du coup, oui, tu passes quand même beaucoup de temps à te comparer. On a ce fameux logiciel qui s'appelle Windbag, où voilà, on passe notre vie à voir le galet sur le Sailor, les autres bateaux, pareil, bah, tu vois ses performances, les nôtres et tout. Tu te compares forcément. Tu vois son cap, sa vitesse. Et ça t'aide beaucoup pour nous, ça nous aide aussi beaucoup à savoir si on est on est dans le bon mode ou pas. Moi, je découvre ce bateau, évidemment. Pablo, il a beaucoup d'expérience en classe 40, mais il découvrait aussi le bateau. Donc, du coup, forcément, je posais déjà des fois des petites questions et tout. Et ça nous aide, bah, être à vue, ça nous aide à savoir si là, c'est le bon réglage, c'est pas le bon réglage, le bon mode et tout ça. Et donc, on a passé, bah, je sais pas, 3 jours, 3 jours, toute la descente voilà, se comparer, à essayer de connaître le bateau et à jouer les bonnes bascules. Et là, vous êtes à la barre tout le temps? Ou est-ce que parfois on est sous pilote? Là, nous, on était beaucoup à la barre. Et je pense que c'était le Ouais. cas un peu de tout le monde parce que par solitaire, ouais, forcément, tu barres beaucoup moins, voire tu barres pas, ça dépend. Mais en double, au final, il y a quand même un vrai gain. Et surtout que c'était un peu un sprint. On savait très bien que voilà, entre le Cap Finistère et les Açores, on savait très bien qu'il y avait, si je me trompe pas, il devait y avoir 2 jours et demi de nave. Donc, on savait que c'était quand même assez rapide. Donc, il fallait pas lâcher. Donc, c'est sûr que les petits gains que tu peux faire par ici, par là-bas, tu les prends et tout le monde, il est un peu dans le même état. Donc non, en double, tu barres beaucoup plus et tu sens la performance du bateau que voilà, le bateau il est plus actif, plus vivant, plus frais. Et voilà. En plus, Pablo, il adore barrer. Donc ça tombe bien. Et, euh, et voilà. Mais oui, on apprenait à découvrir le bateau, ça c'est sûr. Vous arrivez aux Açores, ça se joue où finalement? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure à Fabien, ça se joue la victoire de Luca Rossetti et Matteo Serricano. Ils sont un tout petit peu plus au sud que vous, que la flotte. C'est ce petit décalage qui leur permet de l'emporter, Fabien? Ouais, bon, en fait, on sait en décrochant au début par les choix de trajectoire, on sait dès le début. Alors nous, on est en tête tout le classement, de tous les pointages jusqu'au bout parce qu'on est à l'intérieur du virage, donc on est plus près de la route Ouais, directe. bien sûr. Donc forcément, c'est un peu tronqué par notre positionnement, mais on sait très bien que le croisement, il va se jouer avec les bateaux de pointe du sud. La veille de l'arrivée, quand on passe Sao Miguel, l'île de Sao Miguel, on a 6 frigos sous le vent. On sait qu'au bout, si à un moment il fait un petit contrebord, ils font un petit bord à l'envers qui les met dedans, mais sinon, pour nous, c'était eux le danger pour le recroisement du bout, parce qu'on va chercher de la droite au bout. Donc à l'intérieur du virage en tribord, bah, on est censé, mieux exploiter la bascule pour l'empannage. Donc on est du bon côté de la bascule pour le retour en bâbord. On avait un petit contrebord de 4-5 milles à faire à la fin pour passer la ligne d'arrivée, pour passer au sud de l'île de Pico. Mais voilà, on sait que ça va se jouer là, en fait. Ils ont toujours un peu plus d'air par-dessous. Nous, on en a un petit peu moins, mais on prend grosse bascule droite. Donc au bout, bah, on sait que l'empannage et le dernier croisement, il sera à 5-6 heures de l'arrivée et c'est là qu'on saura qui a gagné la course presque. Ouais. Malgré la mistouffe, enfin, à part, avec la mistouffe qu'on pourrait avoir sur les dernières lignes et sur les derniers milles sous le vent, dans les dévents de l'île, mais ça se joue là, donc on voit bien qu'ils vont vite par-dessous. On voit bien que quand ils arrivent à générer un peu d'allongement par-dessous en allant vite. Et donc nous, avec on fait plein de calculs savants en se disant avec tant de droite, croiser tant et on va croiser à 1 mille derrière ou 1 mille devant et donc et au final, ça croise à 1 mille 2 avec, 1 mille 2, derrière, les Italiens, et puis on doit croiser 3 mille 2 devant Sifrigo et 2 mille 2 devant Pep au dernier croisement, juste au ras de Pico, quoi. Donc voilà, tout ça, ça se joue là. Et
je parlais de trajectoire et tout ça tout à l'heure et de comparatif de vitesse et de perf. Bah, en fait, on voit pas toute la flotte en permanence. Il y avait quand même beaucoup de Ouais, latéral. Nous, on jouait avec ouais. notre petit paquet avec lequel on était et on faisait du comparatif effectivement en permanence, à barrer, à trouver des modes, à découvrir le bateau, dans ces configurations-là et donc à trouver le petit dixième de plus par moment pour toujours aller vite. En fait, c'est vraiment ce qui te tire vers le haut en termes de perfo, quoi. Et quand on voit Ouais. qu'au bout d'un bord de 700 000, ça croise à 1 000, bah, voilà, ça peut se jouer là, Ouais, quoi. c'est clair. Pep, vous terminez deuxième de cette étape avec, je crois, 1 minute 20 d'avance sur le galet. Quel est un peu le sentiment à l'arrivée de cette deuxième étape? J'imagine que vous partiez quand même avec un petit peu d'appréhension, de doute, vu que vous n'aviez pas pu courir la CIC Normandie Channel Race. J'imagine qu'il y a pas mal de satisfaction, voire de soulagement à l'arrivée de cette première étape. Oui, oui, bah, bien sûr, le résultat final, il était très, très bon, mais nous, moi, ce que je retiens le plus, c'est voilà, qu'on a pu se bagarrer tout le long de l'étape et qu'on était tout le temps dans le match et ça, c'est cool pour moi. Voilà, faire la régate, contre un Fabien, et des mecs comme ça, bah, c'est quand même dingue et je sais que, voilà, ils mettaient le niveau hyper haut donc juste être au contact avec eux, bah, c'est quand même super. Je sais que j'ai un super co-skipper, un super bateau, mais quand même, autant il faut le faire et voilà, c'est sûr que après, bah, la 1re régate du coup, bah, ça s'était pas passé comme prévu donc forcément, ça te crée des doutes, à l'intérieur de toi-même mais c'est pas facile à vivre avec ça et donc voilà, ça faisait beaucoup de bien de faire cette course, proprement. On avait envie de faire ça bien, voilà, de bien naviguer et donc on a pris beaucoup de plaisir et comme disait Fabien, bah, c'est sûr que ça se jouait au petit placement, les petits trucs et tout et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer d'optimiser ma route, à voir un peu, comment ça se passait entre les îles, tout ça et voilà et au final, on arrive même à battre Fabien, avec, je sais pas, 1 minute d'avance ou même moins dans la Une molle, 20, ouais. 1:20 et dans la grosse molle. Ouais. À 1 000 de l'arrivée, vous êtes encore 1 008 derrière nous dans l'axe. Ah oui, On comment ils ont fait tombe pour, dans la molle. On n'avait même pas cherché à le dépasser, on était juste dans la molle et à un moment, on se retrouve, collé, collé, collé à eux et on essaye de faire les peelings partout. Il y avait un nœud de vent, on était sous spi et C'était plein balle. magique, Après, on c'était s'arrête, le vent, il tourne, 180°, du coup, c'était vraiment le bazar et on se retrouve à côte à côte. dans la nuit, ébloui par les lumières de la Oui, on ville. était on était à côté de la côte et tout. Moi, on se retrouve à un moment vraiment, juste côte à côte avec Fabien. Et alors, c'était avec des cailloux à côté de nos bateaux, là. Exactement, donc je m'étais dit: «Ouh là, ça peut être un peu dangereux» et donc voilà, je retrouve à côté et au final, on a eu ce petit, voilà, ce petit vent-là de terre, qui nous a permis de faire le petit bâbord, vers l'arrivée et voilà, c'est sûr, c'est vrai que c'était cool de pouvoir, doubler, Fabien là-dessus. Mais bon, ça s'est joué à rien et moi, ce que je venais chercher, c'était ça, c'était de reprendre la confiance, les sensations, le goût de la régate. Moi, j'adore régater, ça, c'est sûr et donc juste de pouvoir faire ça pendant 4 jours et demi, de glisser, de découvrir, ce beau bateau, et de faire la course contre des mecs qui sont vraiment au top donc c'est ça, c'était avoir une autre fois les sensations, de tout ça, faire un départ une autre fois, faire une belle course, profiter d'être en mer, et du coup, après, bah, arriver en podium, aux Açores, je pense que c'était un voilà, on est allé la chercher loin, mais c'était aussi un bon cadeau pour nous, pour Pablo, pour l'équipe, pour le sponsor, pour tout, pour le projet. Du coup, ça faisait du bien et ça me préparait pour le retour, quoi, le célèbre retour. Ouais. Avant de parler du retour, il y a eu 6 jours, d'escale, tu en parlais tout à l'heure, Fabien, aux Açores. Dans ce cas-là, 6 jours, on a quand même le temps d'en profiter un peu ou on pense à sa récupération, on pense à réparer les petites bidouilles éventuellement sur le bateau? Est-ce que là, vous en avez profité un peu des 6 jours aux Açores? Ouais, complètement, bah, ouais, super. Enfin, je sais pas, tu poses la question à Pep ou non? Bah, Bah, si tu peux, on hem, va demander à Pef après, mais ouais. vas-y. Bah, écoute, non, super, hein, vraiment, bah, déjà, tu arrives là-bas, tu arrives dans une île. Donc déjà, tu as cet esprit île qui est quand Ouais. même, incomparable au continent, quoi. Enfin, c'est un peu la colo qui arrive. Tu passes en mode colonie de vacances quand tu arrives, quand tu mets le pied au canton là-bas et puis tu passes en mode débrouille aussi parce que chaque petit problème devient un gros problème à résoudre. Donc tu pas accès aux ressources comme tu peux l'avoir sur le continent. Tu pas livré le lendemain quand tu commandes quelque chose. Tu dois faire avec ce que tu as sur place, donc c'est un peu du système D pour des petits trucs. Après nous, bah, c'est vrai qu'on a rien cassé ni à l'aller ni au retour, donc on est vraiment sur un sans faute technique.
J'ai la chance d'avoir, Henri, le chartier, mon préparateur là, qui est à temps plein avec moi sur le projet, donc on est vraiment le noyau dur tous les 2 toute l'année sur le projet et bah, ça montre des résultats forcément sur les courses. On a un bateau qui est nickel, qui est prêt, qui casse pas. Donc là-dessus, c'est vrai que, bah, du coup, on a pu se détacher uniquement. J'ai la chance du coup aussi de le faire venir avec moi aux Açores parce qu'avec le retour en solitaire, je voulais un soutien, fort pour déléguer tout le travail de repréparation. On sait jamais comment on arrive, donc dans tous les cas, c'était important qu'il soit là et donc bah, ça a été léger dans le travail de repréparation, mais par contre, bah, moi, j'ai pu vraiment me détacher à 100 sur, la récupération, la reprépa météo, profiter de l'île. Puis on a la chance aussi en arrivant là-bas d'avoir quelques connaissances, qui se sont installées là-bas. Et Guillaume Elfer, Couscous, que je salue et je remercie fort d'ailleurs, de son accueil à chaque fois quand on va là-bas, qui avait eu Chip Hubbard, sur le port. Donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, il est en favori dans notre téléphone et il arrive toujours à me trouver des solutions. Donc là-dessus, que ce soit des solutions touristiques ou que ce soit des solutions techniques. Pep, Donc, tu en as non, on en a bien profité. profité. Ouais. On a bien Pep, mangé, bien reposé et on a même eu le temps de faire une plongée bouteille tous ensemble, en mode colo de vacances, comme je te disais. Pep, tu en as profité pareil. Oui, oui, j'ai beaucoup profité. C'est très similaire à Fabien, ce cas-là. Donc, oui, oui, j'ai beaucoup profité. Et bah, surtout, j'ai profité pour me récupérer. On savait que ça serait intense, mais c'est sûr que la cerise sur le gâteau quand tu arrives très vite aux Açores, c'est que du coup, tu as facilement un jour ou deux de plus de repos. Et c'est sympa comme île. Je trouve les Açores, c'est un endroit magnifique. Je pense que c'est des choses les plus belles que j'ai vues, je pense, dans ma vie, au niveau île et tout ça. C'est un peu mystique. J'adore. Et donc, du coup, arriver à ce coin-là, c'est quand même assez spécial. Donc, c'était vraiment cool. Euh, je suis pareil que Fabien, là. J'ai eu beaucoup de chance. Ce bateau, bah, il a été préparé aussi par mon préparateur, Julien Herreux, que je remercie profondément. Il a super bien travaillé. Le bateau, il a eu zéro dégâts ni à l'aller ni au retour. Le bateau, il pourrait partir aujourd'hui vers les Açores, il n'y aurait aucun problème. Donc, ça, c'est quand même vraiment bien. Et voilà, j'ai beaucoup de chance avec ce projet aussi voilà, de faire les choses bien. J'avais la chance de pouvoir avoir Julien pendant l'escale. Et ça, c'était quand même super. Donc, ça m'a permis de me reposer beaucoup. Il y avait aussi Pablo aussi pendant l'escale, qui je remercie aussi profondément parce que le soutien de Pablo, il est juste exceptionnel. Donc, tout ça, ça m'a permis voilà, d'attaquer la deuxième étape, le retour, dans de très bonnes conditions. J'ai pu me reposer, j'ai pu me détacher bah, du bateau. Au final, il n'y avait pas grand-chose à faire dans le bateau. Donc, ça, c'est quand même super. Le bateau était nickel. Donc, forcément, il est reparti en même état. Mais avoir Julien et Pablo aussi avec moi là-bas, bah, ça m'a aidé beaucoup à être bien, bien tranquille, à bien préparer les choses pour la nave de retour, poser bien les bases et voilà, et partir dans le bon mood. Donc ça, c'était super cool. Donc, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance avec ça et avec l'escale qu'on a eue, c'était juste exceptionnel. Avec un accueil de couscous aussi, bien sûr que ça fait beaucoup de plaisir dans la nuit à Horta. Donc, c'était vraiment magnifique et ça nous a permis de nous mettre dans un super état pour attaquer le retour dans des super conditions. Eh ben, on va justement parler de ce retour. Donc, départ de cette deuxième étape mardi 8 juillet, donc c'était il y a une semaine pile. On va continuer avec toi, Pep. Quelle est un peu la situation météo du début de course? Déjà, je crois que déjà pour s'extraire des Açores, il a fallu quand même batailler avec du très petit temps en sortie d'Horta, c'est ça? Oui, et c'est ça. C'était déjà la situation. On savait que la situation météorologique pour tout le retour, ça serait pas simple du tout. Après, on dit souvent ça, mais est-ce que des fois c'est facile? Je pense pas qu'il y ait une situation facile, mais c'est sûr que c'était beaucoup plus compliqué stratégiquement, on va dire, que la Oui. veille. Donc, on savait déjà que ça serait très technique dans ce sens-là. Et après, bah, il y avait toute une sortie des Açores qui n'était pas simple parce que déjà c'était dans le vivant faible en majorité. Donc, du coup, ça fait que les effets de site soient très, très, très marqués. Une situation très instable aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent un peu en jeu. Moi, je découvrais aussi tout ça, donc forcément, je partais un tout petit peu dans l'inconnu là-dessus. Mais du coup, on savait qu'on allait partir dans le vent nord, hem, assez faible. Au final, on a eu le plus de vent qu'on a eu, dans le de tout les premières heures, c'est juste dans la phase de pré-départ et le départ. Donc autant aussi vous dire que c'était pas simple, simple, en tout cas, de prendre un départ en solitaire, au pré, voilà, on était à côté de la digue et tout,
c'est magnifique, mais c'est sûr que voilà, il faut faire bien attention et tous en solitaire sur nos bateaux. Je pense qu'il y avait, un bon petit 15 16 nœuds, au moment du départ juste. Donc, voilà, c'était assez rapide, on a dû tous virer bâbord à mur assez vite, ce qui est bien, c'est que tout le monde est en solitaire, donc du coup, voilà, je pense on se comprend tous assez bien, donc, on essaie de faire les choses au plus simplement possible. Donc, pour moi, c'était déjà une bonne libération quand je suis pris le départ, j'étais en bon paquet, rapidement, on va dire, voilà, en train de faire du bâbord à mur vers la prochaine île. Donc ça, c'était cool et voilà et après, bah, on savait qu'on avait du vent du nord et du coup, on devait faire du près. Il y avait déjà une première option très marquée que c'était est-ce qu'on passe, au nord de l'île de São, Jorge ou, Ouais. entre les 2 îles avec, Pico et tout. Donc, du coup, pour moi et pour la majorité, je pense on a fait l'île, on a passé l'île par le nord, vu le dévent. Mais après ça s'était pas vraiment passé comme prévu parce qu'on a eu des gros, gros nuages, beaucoup d'instabilité qui n'ont voilà, ils ont un peu aspiré le synoptique et au lieu d'avoir du vent du nord, on a fini par avoir, pendant pas mal d'heures, des vents d'est, de sud-est et de sud même. Donc, à un moment, c'était un peu n'importe quoi au nord de l'île. Donc on s'est arrêté en la molle, on avait du vent du sud, de l'est, on avait tout sauf le vent prévu. Donc c'était vraiment beaucoup moins simple que prévu, en tout cas les premières heures. Mais bon, mais après, ça nous a permis de nous mettre dans la régate, assez rapidement, et de prendre nos marques. Au final, c'était quand même un début de course, pas dans une situation musclée, donc forcément, ça met quand même, dans une situation, bien meilleure, quand tu es en solitaire, pour prendre un peu tes marques, surtout sur ces bateaux et tout qui sont un peu complexes. Ouais, bien sûr. 2 jours de course, le plus vous êtes encore assez groupés et c'est là, que commencent les 1res options et c'est notamment toi, Fabien, qui déclenche avec, ta fameuse, option sud. Raconte-nous un peu comment tu as fait ton choix? Quelle était un peu la situation météo? Quelles étaient les options possibles? Et pourquoi toi, tu as choisi cette trajectoire, sud que tu as été, le seul à prendre, hein, finalement? Ouais, bah, écoute, la situation pour avoir une image un peu plus globale de la situation de départ, en fait, il y a ce fameux anticyclone des Açores, hein, qui est c'est avec lui qu'on joue quasiment la majorité de l'aller et du retour, qui lui était assez Ouais, nord au moment du départ. Ce qui fait qu'on avait du vent sur zone. Comme disait bien Pep, dans l'accélération, on avait du vent de nord 15 nœuds. L'anticyclone, il est 24 heures dans notre nord à peu près. Donc on est encore loin de là. Donc on peut passer au nord des îles pour éviter les dévents. Parce qu'on sait que l'anticyclone, les hautes pressions sont encore assez loin de nous. Malgré tout, dans les îles, ça foire, c'est un peu le bordel. Mais donc tous les runs, quasiment 2 jours avant le départ et la veille du départ et le matin du départ, on est tous en train de se regarder un peu pour voir, pour essayer de déceler les intentions de chacun, mais on ne sait pas où on va aller en partant. On a une idée un peu générale de se dire la tendance, elle est de se dire: «Si on arrive à sortir des îles, globalement, ce qui ressort, c'est une route sud-dorsale et traverser la dorsale. Donc rester, la route que moi j'ai faite finalement, rester au ouais, sud et de traverser la dorsale à un moment donné pour aller chercher finalement un front, dans le nord qui vient tasser la dorsale vers le cap Finistère, en fait. C'est pour ça que la dorsale, elle ouais, redescend. Au moment du départ, elle est nord et elle redescend sur nous. Donc la question, tout l'enjeu, elle est de savoir est-ce qu'on va réussir à rester au sud de la dorsale avec le front au nord qui pousse la dorsale et qui vient nous écraser dessus? Sachant que cette option sud, elle est possible que parce qu'il y a une dépression, thermique espagnole qui se décale au large et qui génère un flux de nord-ouest, fort au sud de la dorsale, mais sur la deuxième partie, sur la partie est de la traversée. Donc en fait, il faut arriver à quitter les îles, rester au sud de la dorsale pour ensuite attraper le dos de cette dépression qui du ouais. coup amène un flux de vent de nord-ouest fort, ce qui nous met au reaching sous Genaker au sud de la dorsale. On joue pas avec le bord de la dorsale dans des vents erratiques faibles, on joue vraiment avec une dépression là pour le coup. Donc il y a du vent et ce vent-là vous permet de nous emmener quasiment jusqu'au cap Finistère. Donc après c'est une question de timing. Est-ce que cette dep, le problème c'est qu'elle se désagrège avec, le front du nord qui vient tasser la dorsale, ça tue la dépression thermique et donc du coup elle dégage. Bah, si on arrive et qu'elle est plus là, bah, on n'a pas de vent par le sud. Si on arrive à attraper le train et qu'elle est encore là, bah, on prend le train de la dépression, on avance et on sortira par le nord, plus tard. Et bah, si au contraire on prend beaucoup de retard au début, bah, cette option A de rester au sud, elle dégage. Et là, Ouais, par contre, on met les casques et on monte au nord. Donc ouais, traverser ouais. la dorsale très tôt, essayer d'attraper le front, se mettre en avant du front et faire de l'est avec le front qui pousse derrière. Donc on l'a vu finalement, les premiers à engager vers le front, c'était plutôt les derniers
de la flotte. Ou en tout cas, ceux qui étaient plutôt en Ouais, arrière du paquet. ouais, Ça a été les premiers à décrocher parce qu'eux, ils pouvaient pas finalement espérer tenir sous la dorsale pour attraper cette dep. Je pense que dans l'idée de beaucoup, beaucoup de monde au départ, c'est de rester sud dorsale, d'attraper cette dep et de faire du reaching en bâbord au sud de la dorsale et machin. Par contre, fallait réussir à le faire. Et je pense que si quelqu'un, moi j'ai réussi à le faire, mais si quelqu'un avait voulu le faire, d'autres, ceux qui ont essayé de le faire et de m'accompagner, moi j'ai eu la chance d'attraper le train. Il y a d'autres bateaux qui étaient avec moi dans cet esprit-là, ils n'ont pas réussi à l'attraper en étant à 1000 ou 2000. Ça se jouait vraiment à ouais, rien. Et moi, ouais, si je l'attrapais pas, ce train, j'aurais fait du nord tout de suite et puis j'aurais fait la même chose que tout le monde. Je serais sorti de la dorsale par ouais, le nord et j'aurais attrapé le tronc. Donc moi, ouais, je suis resté dans cet esprit-là et parce que j'ai pas regardé les autres, en fait. Dans la façon de naviguer, de toute façon, toi, tu es à un endroit à l'instant T et tu pas 2000 au vent à la place du voisin. Donc en fait, toi, tu fais avec tes fichiers, tu fais avec tes conditions et tu peux pas être à sa place. Donc de toute façon, tu peux pas dire: «Bah mince, les autres retraversent, faut que je retraverse avec eux». Non, moi, mon opportunité, elle est ailleurs, je la fais, je la trace et puis je fais ma route bien avec sûr. mon bateau et à mon endroit et avec mon timing. Et moi, j'ai joué mon plan A jusqu'au bout, il est passé, je l'ai attrapé, les autres l'ont pas attrapé, donc les autres ont switché plan B nord. Mais Ouais, là-dessus, et avec des fichiers qui sont pas calés du tout, donc faut avoir vraiment une vision globale de la situation météo est très critique sur les modèles. ouais, Parce bien qu'il y en sûr. a aucun qui disait pareil et ils changeaient d'avis à chaque actualisation, donc c'était vraiment pas simple. Pep, toi, du coup, c'est un peu ce que vient d'expliquer, Fabien. Tu as essayé au début, d'accrocher un peu cette trajectoire sud et finalement, on voit qu'à un moment, tu te recentres, et tu fais du cap, au nord-est? Fabien a super expliqué la situation. Ça, c'est sûr que je pense que j'ai donné un petit cours de météo bien sympa. Mais il a vraiment bien expliqué le truc. C'est sûr que c'était pas facile, notamment le fait que, voilà, moi, je suis tout le temps réfléchi, pensé au fait que voilà, toi, tu es un bateau, tu es, dans un instant T à une position exactement. Tu pas à l'autre bateau. Donc, du coup, tu peux pas être à sa place. Donc, du coup, tu peux pas être en deux scénarios en même temps. Ça, des fois, c'est dur à accepter le fait que voilà, tu peux pas faire, ce qu'il y a l'autre concurrent qui a 5000 à ton vent, tu peux pas faire la même chose que lui ou à l'envers. Et donc, moi, mon plan, c'était tout le temps d'être un peu de garder les 2 options ouvertes. Je savais que je voulais aller vers le nord-est, mais, en même temps, je savais que voilà, que la dorsale, pouvait se déplacer, nous aspirer plus vite que prévu. Du coup, je savais qu'il fallait être proche de pouvoir, faire route au nord et de sortir rapidement. Donc du coup, j'ai voulu un peu rester dans une station un peu, on va dire un peu médiane, Ouais, tout en gardant en tête que je voulais allonger le maximum possible, un peu comme Fabien a fait, vers le nord-est. Mais, je ne savais pas non plus à quel point j'arriverais à déjà à passer le cap d'aller vers le nord-est parce que moi, j'étais placé plus au nord que lui. Du coup, comme j'étais plus au nord, j'étais un peu plus en retrait. On était à peu près dans la même ligne, mais moi, j'étais plus au nord. Donc du coup, forcément, Fabien était mieux placé pour aller chercher, ce vent-là. Moi, j'ai profité quand même pendant pas mal de temps de ce vent-là, mais du coup, moi, je me suis fait, j'ai dû aller traverser la dorsale plus tôt que lui. Et ouais, donc voilà, c'était aussi un peu mon plan en ce sens-là. Je voulais pas être très, très loin non plus de la dorsale au cas où parce que je voyais quand même que la situation qu'a Finistère, elle était pas simple et je m'étais dit, que les autres quand même, voilà, qui ont pu traverser avant, ils étaient déjà au portant, à 17 nœuds de moyenne. Donc, forcément, ils vont très, très vite. Donc, du coup, je m'étais dit: il faut quand même être prêt à pouvoir, passer au mode, système un peu plus dépressionnaire. Donc cet équilibre-là, il était très compliqué à trouver. Moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps à étudier ça devant l'ordi et tout et c'était pas simple parce que la situation était quand même hyper instable. Donc du coup, c'était compliqué de savoir à quel moment, tout allait se passer. Mais en tout cas, oui, en tout cas, j'ai pu profiter de glisser bien. Au final, j'étais la dernière personne, du groupe, on va dire, à traverser la dorsale pour aller me mettre, cap au nord sous spi et tout. Du coup, j'ai vraiment respecté mon plan, c'est un peu ce que j'avais en tête, mais j'ai accepté aussi que toutes les options allaient passer. Parce que si tu étais derrière, tu traversais plutôt la dorsale, tu te mettais plutôt dans le centre dans la partie avant du franc, bah, tu glissais sous spi et après tu jibais assez tôt, en plus de vent et tu faisais un meilleur cap en tribord. Donc, du coup, je savais que même en étant derrière, 1, 2, 3 heures derrière, tu pouvais carrément passer devant. Donc, du coup, il fallait un peu trouver cet équilibre-là en se disant, bon, il faut accepter qu'à un moment, tu peux pas faire toutes les choses, il faut choisir. Et du coup, quand tu choisis, je pense qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise, décision. Il y avait juste, il fallait la prendre, aller jusqu'à la fin avec elle.
C'était pas des fois, c'est pas simple d'accepter ce genre de truc, mais moi, j'ai fait une course un peu comme je la sentais, un peu à même style que Fabien, je m'étais dit: «Voilà, Fabien, il allonge fort là-bas», donc je pense que c'est vraiment pas mal. À voir comment, ça se passe au Café Finistère, mais on avait à peu près la même, stratégie, je pense, avec, aller jouer aussi, plutôt proche de l'Espagne et tout, donc pour moi, ça donnait tout le sens du monde. Mais c'est vrai que stratégiquement, je pense que pour moi, c'était une des courses les plus compliquées que j'ai faites. Tu as aussi, le fait d'être en solitaire, bah, forcément, c'est à toi-même de prendre toutes les décisions. Donc Ouais, voilà, ouais, bien sûr. je pensais fort, je pensais fort à Jean-Yves Pernaut, et des personnes comme ça qui font beaucoup de routage, beaucoup d'analyse et tout. Donc, j'essayais aussi de m'appliquer avec les trajectoires et c'est pas simple. Tu es quand même fatigué. Tous les fichiers sont quand même assez différents. Tout est pas calé. Donc, il faut quand même tenir, être fort sur ses décisions et faire avancer le bateau en même temps, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Finalement, à l'approche du Cap Finistère, vous vous regroupez tous et Fabien, tu croises quand même un petit peu devant. Tu as, je crois, 3 4 000 d'avance sur les poursuivants. Raconte-nous un peu où s'est faite la différence ensuite dans le golfe de Gascogne, hein. La fin a encore été pas très simple. C'était quoi sur la fin? C'était vraiment de la vitesse, du positionnement, c'est du Figaro en gros sur la toute fin de parcours? Oui et non. Le fait de dire: «Je recroise devant», c'est pas forcément Oui, vrai, même si c'est sur le classement. En ouais, ouais. fait, si je veux recroiser jusqu'au bateau le plus nord, je suis loin derrière. Oui, oui, bien Je peux sûr, ouais. pas en fait, je peux pas recroiser parce qu'eux, ils ont au vent, ils ont un vent qui est beaucoup plus gauche que moi, Ouais. et donc moi, dans cette courbure gauche, je peux pas retraverser en bâbord. Donc en fait, si tu regardes bien l'image atlantique, le premier qui a décidé de passer le pont au début, il se retrouve le plus au nord et après, au fur et à mesure que tu passes la dorsale, bah, tu te retrouves de plus en plus au sud et donc en fait, moi, je suis le dernier à traverser la dorsale. Donc moi, j'avais tracé plein de vecteurs sur ma carte avec les vitesses des bateaux du nord devant le front, ma vitesse, ma courbure, pour me dire: «Là, c'est le dernier point, enfin, c'est le point le plus loin où il faut moi que je place mon empannage pour rester finalement, sans perte de longis, vers l'est par rapport à mes adversaires». Donc je voulais pas qu'ils soient plus est que moi dans mon nord. Donc moi, Ouais, je m'étais placé là, donc je surveillais les pointages, les classements. À chaque fois, je réactualisais les vitesses des bateaux pour voir, bah, eux, à telle vitesse, ils seront à tel endroit dans 1 heure et moi, dans 1 heure, je serai là avec ma courbure gauche et donc, bah, faut pas que j'empanne plus tard que ça. Donc je m'étais positionné comme ça pour finalement réempanner, mais en étant le dernier à croiser, bah, je suis le plus sud, finalement. Mais ouais, bien sûr, ensuite, ouais. ensuite, la suite, bah, c'est un front, finalement qui vient bloquer sur le cap Finistère, qui se couche, qui rentre pas vraiment dans le golfe très tardivement et ça, les modèles ont beaucoup de mal à le voir et donc le fait d'être au sud, le problème, c'est qu'on attend une bascule droite qui est plus une bascule droite qui nous permettra finalement de refaire plus tard un très bon bâbord que je peux pas faire au moment où je recroise la flotte. Mmh. Puisque du coup, moi, je suis dans l'influence là, dans l'avant du front que les autres ont depuis 2 jours. Bah, moi, je l'ai toujours pas pris ce front. Moi, je suis, soleil, crème solaire, vent stable, 15 nœuds, Genac, dans le sud et la vie est belle. Les autres qui ont pas vu le soleil depuis 2 jours, on n'a pas fait la même course. Mais par contre, quand je recroise, c'est dur, parce qu'il y a pas de vent, il y a la bascule gauche, j'empanne, je me retrouve au sud et là, ce qu'on joue finalement, c'est, le front qui se bloque, donc qui amène une petite molle pour les autres, qui me permet d'avoir ce recroisement plutôt bon. Et puis, bah, en tribord, on va chercher de la droite, mais qui au final va avoir du mal à arriver. Nous, ce qu'on subit, c'est plus une droite, géographique, le vent qui s'enroule autour de la pointe, portugaise, espagnole. Mais le problème, c'est qu'au bout, il faut empanner pour remonter vers les sables et que ce bâbord, au début, il est pas génial pour nous. Donc en fait, Ouais, ce qui va dicter la fin finalement, c'est que si le vent, il part à droite ou si le vent, il reste à gauche. Si le vent, il reste à gauche, bah, c'est le nord qui gagne. Si le vent, il part à droite, bah, du coup, nous, on a un bon bâbord pour recroiser, on passe devant. ouais, Nous, on ouais, a on est en misé finalement en fait, quand tu fais le choix du passage du pont, d'aller chercher le pont au début de la transat, au début de la traversée, bah, faut déjà avoir une vision sur la fin du golfe de Gascogne, en fait. ouais, bien Parce sûr, que ouais, c'est ton placement nord-sud, il est fait et là, bah, c'est là que ça se joue, en fait, hein. ouais, Si ouais, tu les dés regardes sont bien jetés, les quoi. Ouais, si tu regardes bien les 3 du sud, c'est simple, c'est, Pep, c'est Will, c'est moi et les 3 du sud, on fait un 2-3 à l'étape. Malgré qu'on finisse c'est tous clair. groupés parce que ça retasse à la fin. Mais ça veut dire que notre positionnement golf qui espère la fin dans de la droite, c'est-à-dire une fois que le front s'est couché et qu'on est de l'autre côté du front, on a la droite qui nous ramène au sable. Bah, celui-là, c'était le coup gagnant qu'il fallait presque anticiper, dès la sortie des îles des Açores, quoi.
Ouais, bien sûr. Je vous conseille d'ailleurs, si vous nous écoutez quand vous écouterez ce podcast, de vous mettre la carto, devant, sous les yeux, comme ça vous permettra de bien comprendre, ce qu'explique Fabien et ce qu'explique, Pep. Pep, toi, sur cette fin de course, donc tu es effectivement, pas loin au contact de Fabien. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que quand on approche de l'arrivée, on est dans l'esprit, est-ce qu'on pense au général ou on est tellement focalisé sur son étape qu'on pense avant tout à terminer du mieux possible et aller le plus vite possible vers l'arrivée au sable? Moi, j'étais, pendant toute la course, vraiment, j'étais, dans une mentalité de essayer de faire les choses bien tout le temps, quoi. Dans le sens où respecter le bateau, me respecter moi-même, faire une belle trace. Donc, je me laissais pas non plus, penser à l'arrivée et tout. Je sais que l'arrivée, elle va arriver, mais j'étais vraiment en train de me dire, pour m'appliquer à chaque chose. On avait déjà, par exemple, bah, on avait le front à traverser, la dernière journée et tu vois, par exemple, à la fin, bah, je voulais faire un peu le truc proprement et tout, mais j'ai eu, j'ai fait par exemple j'ai pris une mauvaise décision à un moment sur un changement de spi. Donc, j'ai traversé le front avec le mauvais spi. Des choses comme ça que en fait, j'avais un manque de recul, d'expérience encore sur le bateau. Donc, je connaissais pas non plus quelle voie marcher sur quel moment. Donc, j'étais vraiment plein dans la course. Et voilà, j'ai fait c'est comme ça, des petites erreurs, de savoir quel spi à un moment, quel spi l'autre. Mais, mais c'est ça qui marquait ma course. Donc, du coup, j'étais vraiment focus, sur essayer de faire les choses bien à chaque moment et essayer de jouer le placement. Ce qu'a dit Fabien, nous, moi, je me disais que ça allait finir, quand même en droite, pour le passage du front et la droite qui était quand même hyper marquée depuis beaucoup de jours. Donc, je m'étais dit, ça va être compliqué vraiment de finir dans une grosse bauche. C'est ça aussi qui nous a sauvés. Donc, non, moi, j'étais vraiment focus sur ça et encore plus à la fin. J'avais quand même, envie de faire une belle course, mais surtout de ramener bien le bateau. Au final, tous les dangers, ils sont quand même beaucoup plus sur la fin que pendant l'étape. Voilà, on traverse le golfe de Gascogne, on traverse le rail des cargos, au Cap Finistère, on traverse les pêcheurs, en Espagne, on traverse, le plateau continental. Donc du coup, la relevée des fonds, qui est quand même très marquée et normalement, elle est assez réputée pour avoir beaucoup de pêcheurs. J'en ai pas vu beaucoup au final, ce qui est quand même c'est bien, mais il peut y avoir beaucoup de trafic, beaucoup de dangers et moi, j'avais quand même un peu peur là-dessus dans le sens où, voilà, c'était la nuit, on est tous fatigués, on est tous à fond, mais c'est là où tu peux faire les maximum d'erreurs. Donc, réfléchir beaucoup à l'arrivée, ça me convenait pas du tout. Je m'étais dit: «Écoute, essaie de faire une belle course, continue à faire les choses comme ça, de faire les choses, proprement». Donc, voilà, j'étais focus là-dessus et pour passer la nuit, quand on était tous fatigués dans le plateau, le petit positionnement, après il y avait beaucoup de nuages. C'est là où voilà, le finish était quand même il fallait être hyper, on va dire, réveillé. Moi, au final, j'ai beaucoup gagné voilà, par l'enchaînement un peu de droite, sur des nuages, d'exploiter les petites bascules et tout. C'est ça ce qui, au final, a fait que malgré ma petite, mauvaise décision de spi avant, et que j'ai perdu un peu de terrain sur Fabien et sur Will, ça m'a permis de me raccrocher, justement voilà, pour essayer de bien jouer ces petits coups, météo qui allaient. Donc, pour moi, c'était très important de rester assez Ouais, ouais. focus et de pas vraiment se projeter à ce qui va paraître après. Ouais, on voit bien d'ailleurs sur la carto que sur la fin, effectivement, tu as une douzaine de milles de retard sur Fabien et tu as réussi à raccrocher finalement le bon wagon en étant un petit peu plus sud sur ta trajectoire. Fabien, toi sur la toute fin de course, à quel moment tu te dis que ça sent bon et est-ce que toi tu étais, aussi, comme la question que j'ai posée à Pep tout à l'heure, est-ce que tu commençais à faire des calculs sur le général? Tu regardais où était passé, Reluca, Pep, tes principaux concurrents? Guillaume, tes principaux concurrents au général? Ouais, carrément. Bah, écoute, ouais, ouais, la fin de course, c'est sûr que je pense que j'ai encore pas mal de lucidité pour vraiment essayer de faire un point de situation, étape et classement, étape et général. Ce qui est je sais que les principaux concurrents, au début de la nuit, c'est Pep, qui est dans mon sud, c'est Sifrigo qui est dans mon nord. Si ça finit en gauche, Sifrigo, il recroise devant, c'est lui qui passe. Si ça reprend de la droite, j'ai un peu de longi pour garder Pep, au contact en tout cas. Donc, je sais que la nuit se passe bien. J'arrive à allonger et à resserrer le latéral avec Pep, donc je me dis: «Le côté sud, il était plutôt sauvé pour moi». Mais par contre, bah, il y avait le risque d'avoir la gauche à la fin
au lever du jour. En fait, si on arrivait à Lisieux avant que le jour se lève vraiment, avant que ça commence à chauffer, il y avait assez peu de risques pour que ça parte à gauche avant. Donc du coup, c'était focus pour aller vite et recroiser vite pour sauver le nord déjà. Et puis je savais que Will, je m'étais déjà conditionné avec Will sur le fait que Will, c'est pas méchant, mais c'était pas un danger pour le général vu la première étape. Et donc, Ouais, on j'allais pas rappelle faire que c'est, n'importe quoi. juste, je te coupe, on rappelle, c'est William Matlin-Moreau, hein. Oui, pardon, ouais, ouais, sur Invincible, donc qui était à 2 000 et demi de moi, qui était mon plus proche concurrent sur l'eau, qui allait vite parce que ça revenait fort par derrière aussi, et puis il va toujours très vite, donc il y a pas de souci. Donc c'était toujours un peu à surveiller, mais je m'étais dit, je ferais pas n'importe quoi. S'il veut faire des trucs différents en trajectoire, je le fais pas le suivre à tout prix. Mon objectif, elle reste le général, même si l'étape, c'est un truc en plus, mais dans ma tête, si à la fin ça recroise et qu'on finit au contact, j'aurais plus un œil, même s'ils sont un petit peu plus loin que William, j'aurais plus un œil sur Pep et Guillaume, donc si Frigo et les SF par rapport au général que par rapport à Will, s'il y a un choix à faire et que ça split sur la fin. Parce que bah, je redoute la fin forcément énormément parce qu'on sait qu'on va arriver milieu de matinée, que ça commence à chauffer, que ça peut bien foirer. On a vu des arrivées où il se passait beaucoup de choses. L'histoire de l'étape d'avant aussi où on perd des places à 1 mille de l'arrivée parce que ça foire. Donc tout ça, je m'étais préparé à ce que ça finisse pas bien, en tout cas différemment. Et donc voilà, donc oui. Et puis après, bah, c'est sûr que toute la fin, c'est que du contrôle. Que du contrôle. Je me place toujours devant, dessous William et tout en accompagnant mon paquet un peu plus lointain. Donc non, là-dessus, ça donne des repères aussi. À l'AIS, on voit un peu les trajectoires, on voit un peu ce qui arrive derrière. Moi, ça mollit, donc ça retasse. D'un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, on se retrouve à 11 bateaux à l'AIS dans un range de 6 000. Donc forcément, ça stresse un peu, mais non, la fin est stressante, hein. C'est Ouais, sûr, les ouais, 15 derniers milles, ils sont durs à vivre. ouais. J'imagine que la libération, elle est assez forte au moment où tu coupes la ligne. Ouais, je pense qu'à 4 000 de l'arrivée, je sais que ça sent bon. Je vois qu'il y a du vent jusqu'à la Ouais, ligne, que ça tient, qu'on rentre dans le goulet d'étranglement. Donc forcément, il y a plus de jeu, il y a plus trop de jeu sur les extérieurs. Donc globalement, je sais que si je prends pas de risque en positionnement, il y a aucun danger de me faire passer. Donc je sais plus, je dois faire 6 empannages sur les 10 derniers milles, un truc comme ça. Pour à chaque fois, si juste derrière moi, ça va se placer un tout petit peu à l'extérieur de ma trajectoire, bah, j'en remets 2 et puis je me repositionne et je sécurise, quoi. Puis là, je m'en fiche de perdre 0,2 milles. Ce qu'il faut, c'est être sûr de rien ouais, perdre du tout, quoi. Enfin, de pas ouais, perdre ouais, la place, quoi. Bon, à l'arrivée, une deuxième victoire, hein, pour toi sur cette Sable Horta, si je me souviens bien, tu avais gagné en 2013 avec Armel Tripon et Seb Rogue, hein, c'est ça? Ouais, j'avais fait que le retour et on Que le avait gagné retour, l'étape ouais. retour et Seb avait fait avec, c'était le bateau de Seb et le projet de Seb avec GDF Suez et il avait fait l'aller avec Armel Tripon, ouais. Ouais. Et toi, Pep, une deuxième place au général, j'imagine que c'est largement le contrat est largement rempli pour toi. Quel était un peu toi le sentiment au moment de couper la ligne et est-ce que toi aussi tu étais très focalisé sur tes rivaux directs sur le dernier 1000 au classement général? Oui, oui, bien sûr, j'étais à un moment, la course, elle a passé vraiment à petit placement dans les petits temps et tout. Donc forcément, oui, j'étais très focus. Je m'étais dit que, voilà, quand je vois que je croise devant Guillaume Pirouel, je vois que, voilà, que je croise devant et tout, bah, il fallait quand même que je le laisse pas non plus partir dans les coins parce que, voilà, le vent, il tournait quand même beaucoup, ça mouillissait par devant. Du coup, je me place avec lui et il y avait aussi Alternative Sailing, du coup, Guillaume Lostis, qu'il était J'ai juste, oublié, juste mais devant. c'est un danger. Et, ouais, et du coup, c'était un vrai danger aussi. À la toute fin, je me rappelle que voilà, que j'avais une petite demi-heure d'avance sur lui, donc je m'étais dit: «Il faut que je finisse proche de lui, même si lui il passe devant». Si lui était devant déjà, s'il reste devant, on va dire, et il finit devant, bah, c'est très bien. Il faut juste, vraiment que je vois où est Fabien, de pas non plus le laisser partir, de pardon Fabien, de voir où est Guillaume Pirouel, de pas le laisser vraiment partir parce que pour le coup avec lui, j'avais très, très, très peu d'avance et de rester au contact de Guillaume Lostis. Et au final, bah, voilà, tout se passe bien avec 2-3 empannages je pense qu'ils étaient bien placés. Donc, du coup, j'arrive à rester juste devant Guillaume Lostis, qui, voilà, on se bagarre beaucoup pendant toute l'étape, ça c'est sûr. Il navigue super bien. Et donc, du coup, je finis devant lui à
je sais pas, même pas une minute, je pense qu'on était vraiment collés, on était à 400 mètres, 300 mètres. Vous êtes Donc, à du coup, 59 secondes d'écart sur la ligne, ah effectivement. bah voilà, on était vraiment, 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 vraiment proches. Et donc, du coup, voilà, c'était très stressant parce que je voulais maintenir la concentration. Ça mollissait beaucoup. Le vent, il a donné à toute fin. Donc, du coup, je suis arrivé en poussette vers la ligne d'arrivée. Donc, c'était pas simple. Mais bon, voilà, j'avais, quand je réalise que je fais mon premier podium en solitaire, on Ouais. va dire dans, dans, dans la course au large plus professionnelle. Donc, ça, c'est quand même un super moment. Voilà, c'est cool, mais je suis juste content de avoir respecté mes objectifs, que c'était vraiment d'apprendre des gros risques, de naviguer proprement, de faire une belle trace, de ramener le bateau dans un super état au Sable d'Olonne. C'était vraiment mon objectif. Je savais que voilà que je pouvais me battre pour être un peu dans le match, mais j'avais aucune sensation de plus à part le fait que je voulais faire les choses bien et essayer si je peux faire la petite régate contre des mecs qui sont hyper hyper forts et tout, bah je prends. Mais sans non plus, voilà, en me respectant, en essayant de faire une belle trace et de ramer le bateau, nickel parce qu'on a une prochaine course qui avance très rapidement. Donc du coup, voilà, du coup, sensation de libération à la fin, très, très, très ému, content, d'avoir pu faire ça, pour moi, mais aussi pour mon sponsor, pour mon équipe. Voilà, c'est des personnes qui croient beaucoup, qui croient beaucoup en moi et moi, ça me touche énormément. C'est sûr qu'après voilà, début de saison qui était pas simple, bah, du coup, leur offrir aussi ça, c'est pour eux et moi ça m'a j'étais très, très content et voilà, j'étais aussi content pour Fabien. Franchement, bah, il navigue super, il a très, très bien géré l'aller et le retour, donc c'est largement mérité et moi, je me retrouvais au final, proche de Fabien, bah, c'est tout un honneur de pouvoir faire ça, déjà donc ça, c'est cool et pour la suite du projet, bah, c'était un bon boost de confiance de voir qu'on est capable de faire les choses bien, de naviguer proprement avec un bon bateau. Et donc, c'est juste super pour la suite. Et donc, pour moi, le contrat, comme tu as dit, oui, il est bien rempli. Au-delà de résultats exactement sportifs, Mhm. c'est juste surtout la façon dans laquelle j'ai navigué que je suis assez fier et que je sens que j'ai progressé énormément. Et c'était tout ce que je m'étais marqué. C'était progresser, apprendre sur le bateau, apprendre sur toi-même, et gérer ça en solitaire et essayer de faire les choses bien pour envisager une suite plus sereinement aussi. Et ben, on va justement terminer par la suite. La suite, elle arrive très vite, hein, on est quoi? On est le 15 juillet, le 26 juillet, c'est le départ du Fastnet. Il va Oui. falloir aller monter à cause. Dans quelle configuration, l'un comme l'autre, vous allez courir ce Fastnet? Je crois que c'est minimum à 2 en classe 40 et on peut être plus. Toi, Pep, tu vas naviguer avec qui sur ce Fastnet? Oui, donc le Fast, il arrive très, très vite et voilà, pour nous, on a très envie avec Pablo de faire ce Fastnet-là. Je pense que moi, j'ai eu la grosse, grosse chance de pouvoir gagner le Fastnet il y a 2 ans avec Evarial, avec Erwan Le Draoulec, avec un super équipage. On était avec Julien Hereux, du coup, et Romain Follin et Erwan Le Draoulec. Donc, du coup, j'ai des super souvenirs de cette victoire il y a 2 ans en classe 40. Donc, voilà, on a envie de bien faire une autre fois. Donc, pour nous, c'était hyper important, voilà, que le bateau il arrive bien, nickel, pour pouvoir faire une vraie belle course. Donc, j'ai la chance, voilà, de pouvoir refaire cette course-là avec mon bateau maintenant. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, on va partir rapidement vers le Frachat. Du coup, ça s'enchaîne très vite. Et moi, j'ai un équipage aussi qui me plaît beaucoup. Du coup, il y aura Pablo, évidemment. Il y aura Pablo, il y aura Kevin Bloch qui va nous Ouais. accompagner et Alexis Thomas, donc des D'accord, ouais, figaristes. Et figariste. Ouais. voilà, donc ça, je suis très content de les embarquer. C'est aussi des très bons copains. On s'entend très, très bien. Avec Alexis, on a fait le premier Figaro ensemble. On a un parcours un peu similaire dans le Figaro. Et là, bah, il est en train de très bien naviguer en Figaro. Donc ouais, j'étais très content de l'embarquer. Et Kevin, bah, c'est un super copain et en plus, bah, il est très, très bon. Donc, il nous apporte beaucoup. À moi, il m'a beaucoup apporté pendant beaucoup de temps dans le Figaro, dans le Mini, dans le classe 40 maintenant. Donc, c'est une évidence de l'embarquer. Avec Pablo, je pense qu'on va faire une belle équipe à 4. Je pense que c'est un format qui nous plaît bien parce on était censé partir à 3, mais on s'était dit que quand même, c'était pas mal de partir à 4 pour des courses qui sont quand même très intenses. Au final, 600 000, ça passe vite, c'est hyper intense. On s'est dit que les autres, ils allaient aussi être à 4 pas mal. Donc, je pense que c'est bon compromis. Et j'ai hâte de vivre ça à leur côté et de faire cette course-là qui s'annonce assez intense. Donc, oui, donc là, peu de repos et on part rapidement vers Cherbourg pour cette course avant un peu de repos en août. Et à bord de Le Galet, on sera à 4 également? Exactement, on sera à 4. Pareil, j'en garde que des bons souvenirs de ce passe-net à chaque fois.
C'est toujours un plaisir d'aller régater là en période estivale, d'aller revoir le Fastnet une deuxième fois cette année déjà aussi, c'est toujours un moment magique. Ouais. Et donc nous on se raquette à bord de Le Galet, ouais. Fidèle des courses en équipage, il y aura mon préparateur Henri Le Chartier, qui a fait la Québec-Saint-Malo avec nous l'année dernière déjà, qui fait toutes les naves et convoyages du bateau, donc il connaît très bien le bateau techniquement et il navigue très bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis ensuite, il y aura Aloïs Carduel, un super copain qui du coup travaille chez Carver, qui navigue aussi beaucoup, donc il sera avec nous. Et puis un jeune mimiste, Paul Cousin, qui navigue en mini de série, là, qui gagne beaucoup de courses et Ah, qui qu'il est aime beaucoup. voilà, donc un équipage 100% normand sur notre projet normand. C'est que des Eh ben Normands. super. Et après, préparation, pour l'un comme pour l'autre, Transat Café L'Or, grand objectif de la saison, hein, c'est ça, Fabien? Ouais, c'est ça. Bah alors là, c'est vrai que l'enchaînement, comme disait Pep, il est très serré parce que là, on est mardi là. On est mardi et le départ, il est Ouais. samedi prochain. Donc pas ce samedi, mais le samedi d'après. C'est un départ d'Angleterre, de Cowes, pour le Fastnet. Donc ça veut dire que là, le bateau, on fait un stop à Lorient. Le bateau est déjà reparti hier avec Henri. Un petit stop pour le remettre en configuration équipage. Et puis ensuite, un convoyage vers Cherbourg. Un petit stop de 2 jours à Cherbourg pour ensuite convoyer vers l'Angleterre. Tout ça en une petite dizaine de jours. Donc faut pas chômer, ça enchaîne bien. Et puis après, ce sera l'heure de la trêve estivale. On y a aussi droit un peu. Donc on va breaker sur le mois d'août, sur quelques semaines au mois d'août pour vraiment recharger les batteries et reprendre, on va dire, notre travail de préparation à la Café L'Or fin août, tout début septembre. Voilà, en se donnant le temps d'aller au Havre, quoi. Pour nous, on fera l'impasse sur la Malouine normalement à Saint-Malo mi-septembre pour justement se focaliser sur la Café L'Or. Donc avec Pierre Le Boucher pour toi et Exactement. Pep avec Pablo, hein, Santourdé, hein, c'est ça? Exactement. Eh ben, très bien. Eh ben, on vous suivra sur toutes ces courses. Sur le Fastnet, rendez-vous dans 10 jours, hein. Ça, comme vous le dites, ça arrive très vite. Bravo pour ces belles première et deuxième places sur cette Les Sables Horta qui est toujours assez passionnante à suivre. Et bonne journée, bonne récupération. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Ça sera le 212e ou 13e, je ne sais même plus, épisode de Pause Report. 222e, pardon. Allez, merci à tous les deux, bonne journée. Ouais, merci, à très Merci vite. beaucoup. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!